Tequila, pyramide et lucha libre, vous l'aurez compris tout de suite, je suis au Mexique. Dans la banlieue de Mexico, à Oaxaca ou dans les communautés zapatistes du Chiapas, nous allons voir un instrument de lutte sociale, culturelle et politique, la peinture. Et comme on dit ici, que viva graffiti! Arriba! Pour pénétrer au Mexique, autant passer par la grande porte. Tequila, sexe en marijuana. La réputation de cette ville n'est plus à faire. Située sur la frontière la plus traversée au monde, welcome to Tijuana. Située en face de sa grande sœur américaine San Diego, où 100 000 Mexicains se rendent quotidiennement pour travailler, Tijuana n'existe et ne vit que grâce à la frontière. Je suis là parce que c'est ici que le graffiti mexicain a commencé. Alors direction le quartier général des Hecho en Mexico, fabriqué au Mexique, le premier groupe de graffiti du pays. H-E-M, Hecho en Mexico. ¿Qué onda? Hola, Julián. Chente. Pásale. Qué loco. Pelirrojo. Eddie Monster. Aló. ¿Es actor? Ce lieu est incroyable. Ouais, on est bien installé ici. C'est une ancienne salle de billard qu'on a transformée en atelier. On peut faire de gros projets. J'ai commencé à danser le break et à taguer dans les années 80. En 84 pour être précis. Mais je n'ai jamais voulu appartenir à une bande de gangsters. Moi, je voulais faire des choses comme ça, un peu élaborées, pour qu'on puisse les faire un peu partout dans la ville, sans avoir de problème. Et très vite, on a voulu importer notre style aux États-Unis. On a voulu taguer leurs murs tellement qu'ils finissent un jour par baisser les bras et nous respecter. On voulait qu'ils nous le disent, « Ok les gars, vous êtes acceptés. » Mais pour cela, on devait transgresser la loi, passer la frontière illégalement en parlant anglais. Et on prenait toujours des photos pour garder une trace. Et on essayait de rentrer chez nous après, tranquille. On a fait ça pendant 10 ans. Tu vois, ça c'est quelque chose qui nous rassemble. La peinture, elle est faite pour unir les gens. Regarde, c'est comme toi, tu viens de France, moi du Mexique, et s'il n'y avait pas eu ça, on se serait probablement jamais rencontrés.
Tijuana, c'est une ville où il doit pleuvoir 2 jours par an. Et étant donné que j'ai une chance de dingue, je suis venu ces fameux jours. Eso se llama mala suerte. Il y a pas mal de bouts du monde, mais alors celui-là, c'est quand même un des plus impressionnants parce qu'on est à la frontière entre le nord et le sud, à la fin du mur entre les États-Unis et le Mexique. Après ça, il n'y a plus rien. Le mur de séparation de Tijuana symbolise la peur américaine de l'invasion venue du sud. Le Mexique me donne l'impression d'être une immense prison dont on ne pourrait s'échapper. Échec complet pour cette politique sécuritaire, puisque 400 000 latinos passent la frontière illégalement chaque année. 500 d'entre eux y perdent la vie, un chiffre terrifiant en constante augmentation. Ta famille, elle travaille là-bas? Oui, toute ma famille vit là-bas. De l'autre côté? Oui. À part moi, ils sont tous là-bas. Moi, j'ai pas de passeport. Et pourquoi t'as pas de passeport? Je l'avais, mais je l'ai perdu. Ils m'ont même interdit de séjour pendant 5 ans. En fait, j'avais fait un faux visa. Oh, c'est fou. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui vivent ici et qui vont travailler de l'autre côté? Tous les jours. Il y a à peu près 75% de la population d'ici qui va travailler aux États-Unis. Et ils font quoi là-bas? Ils travaillent dans des boutiques, mais ils vivent quand même ici. C'est mieux, ils ont des belles maisons. C'est pour ça qu'ils sont encore là. Là-bas, ils pourraient pas vivre comme ça. Et c'est la première fois que tu peins ce mur? Non, je l'ai déjà peint un peu plus haut. T'as jamais eu de problème avec la police américaine? Si, un jour je me suis fait attraper alors que j'étais en train de peindre un mur à San Diego. C'était en 92. J'ai dû nettoyer les rues pendant 25 jours. Mais j'ai eu du bol, j'ai pas fait de prison. Non, 25 jours? Ouais, 25 jours de travaux d'intérêt généraux. À nettoyer les rues, les trains, à repeindre. Mais bon, j'en ai profité pour taguer encore plus. Moi, je viens de San Diego, juste là-bas. C'est triste, hein, vraiment. On fait ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts en train d'essayer de passer la frontière. Ouais, beaucoup de gens, ouais. Et on voulait symboliser ça. Pourquoi vous faites Mickey Mouse? Ah, c'est un peu un symbole des États-Unis et du rêve américain. Ah oui, c'est ce que je pensais. Mais pourquoi il tient la mort? La mort, pas forcément. C'est plutôt qu'il rejette des gens. Et puis là, on va peindre le drapeau mexicain sur son chapeau. Ah, sur son sombrero. Et qu'est-ce que tu es en train d'écrire? Ah, j'écris sur notre visite, sur les différents côtés de la frontière. C'est comme si on pouvait les cacher avec ces murs. Ils sont de l'autre côté, on peut les oublier, comme s'il n'y avait rien. Malgré son apparence pittoresque, Oaxaca fut en 2006 le théâtre d'une révolte sociale initiée par les milieux enseignants. Au cours de cette rébellion populaire qui dura près de 6 mois, une iconographie activiste vit le jour. Le pochoir devint l'arme de propagande absolue.
C'est pour peindre avec la Pistola, le plus fameux de ces collectifs, connu pour leur peinture colossale, que j'ai traversé tout le pays. Ah, qué bueno. Ah, il est de vous aussi celui-là? No es política. Il n'est pas politique celui-là. Mais j'ai vu que les événements de 2006 avaient quand même beaucoup influencé tous les artistes ici. L'art, pour nous, ça doit correspondre à ça. Nous pensons qu'il doit y avoir un message social et aussi de soutien pour les gens qui luttent. Pendant les événements de 2006, le pochoir s'est vraiment développé et a été utilisé comme moyen de protestation. C'est comme ça qu'on a commencé. D'abord, par des t-shirts pour les profs. On allait à toutes les manifs. On collait des affiches, on faisait des tracts. Et c'était que des images protestataires. Alors maintenant, j'aimerais vraiment que vous montriez votre plus belle arme, ce avec quoi vous avez été connu dans tout Oaxaca et maintenant dans tout le Mexique, le pochoir. Donc tu prends une diapo que tu vas projeter. Si. Tu vois, tu dessines par-dessus, après tu découpes et t'as ton pochoir. C'est un travail extrêmement précis, qui est assez long, alors que quand on va sur le mur, là ça devient un truc beaucoup plus rapide, notamment quand on fait ça la nuit et qu'on risque de se faire attraper par la police. Bon, pour commencer, on a choisi un petit mur tranquille parce qu'on va pas s'attaquer directement à l'hôtel de ville. Donc je suis avec les Bonnie and Clyde du pochoir mexicain. Et on va faire notre premier pochoir. La Pistola, Oaxaca, 1-0 pour la Pistola. Et on va où? Là-bas. Ok, on est à 2-0, mais le prochain, moi aussi, je veux un peu d'adrénaline. Et c'est moi qui vais tout bomber. Attends, il y a des flics qui viennent de passer là. T'es sûr? Ils vont revenir? J'en sais rien. Il y a 2 motos de la police qui viennent de passer juste derrière. Score à la française, on va peut-être s'arrêter là parce que ça devient un peu tendu, surtout qu'il y a les mecs qui nous regardent, il y a les flics qui nous passent et il y a les chiens qui nous aboient dessus. Donc j'ai eu ma dose d'adrénaline de Oaxaca, on se barre.
Direction la capitale du pays, monstre de béton et de pollution, situé à plus de 2000 mètres d'altitude. Bienvenido a México. Ça y est, j'ai enfin quitté le cauchemar de pollution et d'embouteillage du centre-ville de Mexico. Je me retrouve dans un quartier beaucoup plus sympa, San Pedro de los Pinos. Je suis venu pour voir Alfredo Libre, qui a son atelier ici. Et Alfredo est un artiste dans la pure lignée des muralistes mexicains. Ces artistes qui, au long du XXe siècle, ont décidé d'écrire toute l'histoire de leur pays sur les murs. Ça y est, je crois que j'y suis. Alfredo? Julian. Comment estás? Il y a une odeur de bombe de peinture, je vous raconte pas. Ah, c'est dingue! Il y a une toile de 3 mètres sur 6 là, on se croit dans une rue. C'est une taille de mur de rue. Donc bueno. Et tu peux m'expliquer cette œuvre là? Dans mon travail, je parle beaucoup des indigents, des gens de la rue. J'essaye de comprendre pourquoi ils en arrivent là. Ça parle aussi des différentes réalités. Comment une personne très pauvre a une réalité différente d'un très riche, par exemple. Et j'essaye de former une harmonie entre ces deux mondes, entre ces deux réalités. Tu utilises des techniques d'atelier comme de l'huile, mais aussi de la bombe aérosol, du pastel. Ça aussi, c'est pour essayer de montrer les différentes réalités? Oui, c'est comme ça que j'ai commencé. À l'époque, quand j'ai débuté, j'avais juste un peu de matériel avec moi, un peu de pastel, une bombe et un peu de peinture à l'huile. Du coup, j'ai toujours travaillé comme cela et j'ai développé ma propre technique avec ces quelques éléments. Et je pense que mon travail aujourd'hui, c'est toute ma vie résumée. Chaque tableau, chaque mur est comme une page de mon agenda. Je me souviens de tout ce que j'ai fait et avec quelle couleur. Parce qu'à l'époque, tout simplement, j'en avais pas d'autres. Là, je travaille sur une adaptation d'une peinture de Diego Rivera, mais à ma façon, à la bombe. Comme Diego Rivera ou les autres muralistes, tu as quand même un message social et politique dans ce que tu fais. Oui, mais avec mon interprétation, ma technique et ma vision contemporaine de mon époque. Tu parles de ton pays et tu dénonces ce qui va mal. Pas forcément les mauvaises choses, mais tout ce que les gens ne veulent pas voir. Moi, je suis là pour leur montrer. Je leur mets en grand. Voilà, c'est là. Il faut essayer d'améliorer la situation et surtout ne pas l'ignorer. Alfredo, je viens de perdre 10 ans d'espérance de vie en une après-midi. J'ai le nez en plastique. Demain, je vais t'emmener dans un super atelier. Vraiment très chouette, mais un peu spécial. Ouais. Dale. Hola, ¿qué tal? Ça va? C'est le bout du monde ici, on va faire le cours où alors? Bah ici, regarde, voilà notre école. À qui? Ici, dans une prison. Oui, dans la prison. Bienvenue. Situé au cœur d'un quartier populaire de Mexico, le Reclusorio Oriente est l'une des plus grandes prisons du pays. La surpopulation est l'un des problèmes majeurs du système carcéral mexicain, et Oriente n'échappe pas à la règle.
plus de 13 000 détenus s'entassent à plus de 20 par cellule. Pour tenter d'oublier cet enfer, certains prisonniers participent au programme culturel du pénitencier, comme les cours hebdomadaires d'Alfredo. Hola. Hola. ¿Qué tal? Sois le bienvenu. Oh, il y a du monde. Voici notre atelier de peinture. On est en pleine session de dessin. Là, je te présente Benjamin. Là, c'est quelqu'un qui sort d'un puits. Et il va sortir de ce trou là-bas. Ah, ok. Ah, c'est vraiment comme une histoire. Exactement. Ça, c'est une femme qui a déjà fait tomber pas mal de têtes. Ça a beaucoup à voir avec mon passé. Et tu savais déjà peindre? Oui, je vivais de mon art. Ah, ok. Oui, bueno. C'est super. Merci. Voici Tonz. Il est en train de faire un petit exercice en dessinant sa main. Il essaye de faire une pochette de disque. Regarde, ça va donner plus de forme avec de la lumière. Et fais la même chose avec les lèvres, ça leur donnera plus de volume. Pourquoi tu fais pas ça en plus grand comme ça? C'est plus facile. Vas-y avec les mains. C'est pas grave si t'en mets partout, peu importe. Il y en a qui font de la peinture, il y en a qui font de l'huile, il y en a qui font de l'aérographe. Là, on a du fusain. Oui, on leur enseigne beaucoup de Ce qui est techniques. bizarre, c'est que ce lieu, on dirait des toilettes. Eh oui, c'est exactement ça. Tu veux y aller? Et il n'y avait pas d'autre endroit? Non, dans la prison, il n'y a pas vraiment le choix. Les espaces sont limités. Mais bon, c'est mieux que rien. Tonz, il faisait du graffiti à l'extérieur et maintenant il travaille pour la prison en faisant des grandes fresques, des t-shirts et il s'est rabattu sur l'aérographe parce qu'ici il n'y a pas de bombe. C'est exactement la même technique que la bombe, sauf que ça permet d'avoir des traits beaucoup plus fins. Et là ce qui est marrant c'est qu'il se lance directement, il n'a pas peur. Mon esprit est occupé par la peinture. C'est super dur de dormir ici, avec le stress et toutes les choses qu'on vit. La meilleure manière d'évacuer tout ça, c'est par exemple quand je me lève la nuit dans ma cellule, je prends mon compresseur et je peins n'importe quoi, tout ce qui me passe par la tête. Comme j'ai la chance de suivre ce cours, j'ai beaucoup plus de temps pour faire ce que j'aime. Je me lève à 8 h du matin et je peins environ 10 heures par jour. Avec cette autorisation, j'ai le droit d'étudier et de travailler. C'est un avantage vu que c'est ma première peine. J'ai pas pris beaucoup, j'ai pris 7 ans. J'aurais peut-être une remise de peine de la moitié. Quand j'écoute Tos qui me parle de son expérience avec le dessin ici en prison, je comprends à quel point l'art peut devenir vraiment un exutoire et peut permettre à ces prisonniers de vivre mieux leur incarcération. C'est vraiment une chance pour eux d'avoir ça. Graffiti, uno de los 4 elementos expresando todos mis sentimientos. Adrenalina en las calles ruinas, arte pesada, clandestina o legal. No criminal para los que piensan mal, hip hop fatal. Se estresa cerebral, yo guacha mi mural. Escucha como rimo, con este rap te animo, haciendo señas como mimo. Efectivo, MK, positivo, micrófono encendido con mis rimas con sentido. Allez, on y va? On va peindre ce mur? J'ai déjà une chance extraordinaire d'avoir pu pénétrer cet endroit. Mais alors, la cerise sur le gâteau, ça va être qu'ils m'ont invité à peindre le mur du fond. On va faire une peinture collective.
La camisette. Póngase la playera. Mets-moi ce t-shirt, mon frère. Ça me fait plaisir. Muchas gracias. Merci à toi pour être venu et pour tout ce que tu nous as apporté. Que legal. Muchas gracias. Desde México para Francia, reportó. Je me trouve sur le Zócalo. C'est le centre historique et la place centrale de Mexico. C'est exactement ici qu'il y a 700 ans, les Aztèques ont construit leur première capitale, Tenochtitlan. Aujourd'hui, le Zócalo est la place de tous les rassemblements populaires à Mexico. Moi, je suis venu ici pour assister à la fête la plus étonnante du pays, la fête des morts, ou Dia de los Muertos. À Mexico, il y a un jeune artiste qui arrive à mixer art traditionnel et street art moderne, c'est Saner. Donc j'ai rendez-vous avec lui pour qu'il me décrypte un peu ce qu'est la fête des morts. Je ne sais pas si c'était le meilleur endroit pour avoir un rencard. Saner? Salut, comment ça va? Salut, bien et toi? Je t'ai reconnu grâce à ton travail sur ton t-shirt. Ah, merci. Merci. On va par là? Ouais, pas de problème. Et qu'est-ce que signifie cette fête? Pour nous, la fête des morts, c'est la célébration du retour des morts. À cette date, la coutume veut que les morts reviennent et qu'on essaye de les accueillir le plus chaleureusement possible. Ça existe dans toute l'Amérique centrale, mais c'est surtout courant au Mexique. C'est une tradition qui nous vient de l'époque préhispanique. Ah, il y a un mélange entre ça et l'époque catholique. Oui, c'est ça. Et un de ces mélanges, par exemple, c'est cette sculpture que tu vois, qu'on appelle Mictlantecutli. Ouais, le seigneur des morts. J'ai jamais vu autant de cadavres de toute ma vie. Oui, nous jouons beaucoup avec ça. Le bien, le mal, la mort. Et toi aussi, tu fais des cadavres? Ouais, j'en fais pas mal. Mais je les interprète à ma manière à chaque fois. Je prends des éléments qui sont depuis longtemps dans notre culture, et puis je me les approprie, et j'essaye d'en faire quelque chose qui me ressemble. Gracias. ¿Con huevos? Todo esto son tortillas. Ça pique pas trop? Un peu, mais ça va. Et ça, qu'est-ce que ça représente? C'est un saint moderne. Moderne dans le sens où il n'existe pas. Tu vois, c'est un masque de jaguar, et le reste, c'est plutôt religieux. Là, on rentre dans l'univers de Saner. Je rentre vraiment dans sa tête, j'ai l'impression, parce que c'est les sketchs de tous les murs et de toutes les peintures qu'il fait. Ce qui est hyper riche, c'est l'utilisation de la culture populaire aztèque, avec notamment toute cette culture des masques, qui mélange avec toute la culture catholique espagnole, notamment en faisant des poses avec des saints, avec des... À chaque fois, il y a des poses un peu chrétiennes. Bon, et qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire? T'as une idée? Moi, je pensais peindre une bagarre. J'avais cette idée de faire un enfant avec des choses qui sortent de sa tête. Oui, on pourrait faire ça. Ton enfant serait couché et il serait en train de libérer ses rêves. Ce qui serait vraiment pas mal, c'est que ce soit deux imaginaires qui se rejoignent. Il pourrait avoir des masques aussi. Ouais, les enfants seraient masqués, bonne idée. Bon, ce qui sort de ton personnage, c'est moi qui le fais, et vice-versa. Parfait. Voilà le mur qu'on va peindre aujourd'hui. Donc
On a fait les petits dessins tout à l'heure et maintenant on va les faire en grand, là, en plein milieu de la ville. C'est un gros carrefour. Vous êtes des artistes? Je vous félicite. Ça a un rapport avec la fête des morts. C'est ce que s'imaginent ces petits garçons. Il y a un des enfants qui dort, et ce qu'il rêve est presque identique à ce que l'autre pense, parce qu'il a les yeux ouverts. Enfin, moi, je le vois comme ça. Salut. Vous parlez espagnol? Ça te plaît? Ça déchire votre truc. Je passe tout le temps ici, ça va être bien. Les préhispaniques faisaient souvent des personnages qui tirent la langue. Bravo, continuez. Excuse-moi, je peux prendre une photo de toi en train de peindre avec mon chien? De nada. Ça y est, Julien, on a terminé. Bon, comment tu trouves? Ça me paraît pas mal. Et à toi? Bien. En plus, ici, il y a beaucoup de passages. Et le lieu, il est incroyable. Voilà, ça c'est notre offrande pour la fête des morts. Maintenant qu'on a terminé, on récupère nos affaires et je t'emmène dans un village qui s'appelle Mixquic et qui est très traditionnel. Le Dia de Muertos n'est pas qu'une fête populaire où crânes et squelettes sont sortis. C'est dans le cimetière d'un village près de Mexico, Mixquic, que Saner m'invite à découvrir la véritable essence de ce rite. Ici, c'est comme s'il y avait deux mondes. Celui des vivants et celui des morts. Ce sont des prières pour que les morts se reposent. Ils demandent au Seigneur qu'il protège les défunts et qu'il les accompagne. Qu'il les libère du purgatoire et qu'il leur ouvre les portes du ciel. Et chaque chose ici a une signification? Oui, tout a un sens. Par exemple, les fleurs sont là pour parfumer leur retour. Les bougies, elles ont deux significations. D'abord, elles symbolisent la lumière qui éclaire le chemin du retour, pour qu'ils ne se perdent pas et qu'ils puissent arriver à leur destinée. Elles symbolisent aussi le nombre de personnes qu'il y a dans chaque caveau. Il y a tellement de monde. Énormément. Ici, dans le village de Mixquic, ça fait longtemps que l'on connaît ces coutumes. Et vous faites aussi des offrandes de nourriture? Oui, on en fait. Et si ta mère ou ton père aimait un aliment ou un plat, tu lui offres.
C'est ça qu'on nous a appris. Et ça, on essaye de le transmettre à nos enfants. Alors comme ça, quand on sera parti, à leur tour, ils viendront nous accueillir. Je suis en train d'arpenter le quartier là avec mes trois nouveaux potes, Noé, Armando et Israël. Donc c'est peut-être pas les plus hip-hop ni les plus engagés des peintres de rue, mais quand on voit leur boulot, on se dit qu'ils ont quand même défoncé tout le quartier. Les frères Morales sont des barderos, des peintres en lettres professionnels, publicitaires artisanaux, payés par les salles de spectacle du coin. Cette équipe de choc colore les façades des banlieues de Mexico avec des lettrages stylisés pour annoncer les dates de passage, les noms des groupes et les salles où ils se produisent. C'est de la chaux qu'ils vont pulvériser sur le mur et qui va être la base ensuite de la peinture qu'ils vont faire. Et vous allez tout effacer là? C'est un truc de malade. Si on avait ça pour faire des graphes, ça irait plus vite. Hein. Il va à une vitesse de dingue quand même. Il enchaîne les lettres. C'est hallucinant. Ce style de lettres, comment on peut l'appeler? Moi, comme j'ai appris sur le tas, je peux pas te dire à quel style ça correspond. Pour moi, c'est carré ou rond. Et voilà. C'est tout. Ça vous prend combien de temps pour faire une peinture comme ça? Au plus, ça nous prend 40 minutes. Et au minimum? Les plus petits, c'est plus rapide, mais ça dépend. Il y a des murs qui sont plus stratégiques et du coup là, on doit mettre plus de détails. Ah. Et combien de peintures vous faites par jour à peu près? Quand on a beaucoup de boulot, entre 15 et 20. C'est énorme. Et quand on en a moins, c'est 8, 10. Mais on doit couvrir une grande zone quand même. Ce qui est hyper impressionnant dans la technique de travail, c'est la rapidité avec laquelle ils font ça. Il y a en même temps de la précision et en même temps ça speed à mort. Fini? Allez, on est reparti vers un autre. Ah si. Ah si? Je suis vraiment pas doué. Merci beaucoup. On s'en fout plein les mains par contre. Pour pas te fatiguer, il y a une manière de tenir le pinceau. Il y a un truc à savoir. Il faut tremper le pinceau le plus souvent possible. Comme ça. Tu trempes, tu peins. Tu trempes, tu peins. Ah ouais, il y a une vraie technique quand même. Voilà, c'est ça.
m'a dit qu'il y avait 6 groupes de balderos ici à Neza. Il n'y a pas de problème justement pour les murs? Oui, on est quand même 6 groupes et on doit se battre pour les meilleurs lieux. Pour que les gens qui nous emploient aient une meilleure publicité. Et qu'est-ce qui se passe si vous repassez par exemple le mur d'un autre? Moi, si quelqu'un passe sur mon mur, j'efface son travail. Pourquoi? Pour qu'il respecte mes murs. Et il n'y a jamais de bagarre? Si, parfois on se bat. Lui, il est très agressif. Tu lui dis quelque chose de travers, il va se battre tout de suite. Non mais sérieux, il est vraiment agressif. Mais tu peux pas te laisser faire. Si tu les laisses, ils vont empiéter sur ton territoire. Ce qui est marrant quand même, c'est que la technique pour faire les lettres était exactement la même que pour le graffiti, en tout cas à ses débuts. Le graffiti de New York a été quand même inventé par les minorités ethniques qui vivaient là-bas, notamment les Noirs et les Latinos. Et donc même si l'origine du graffiti est new-yorkaise, elle puise quand même ses sources dans les muralistes mexicains et dans les peintres de lettres qui travaillaient comme ça en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Ce qu'on appelle du matraquage publicitaire. On a 100 à faire en moins de 10 jours. Alors faut se speeder. Bêtes de somme, ouvriers de la lettre, omnubilés par le rendement, les barderos ne se posent aucune question sur la dimension artistique de leur travail, qui ne fait pourtant aucun doute. Je comprends pas, ces mecs, c'est des véritables machines, ils ne s'arrêtent jamais. Moi, j'en peux plus, j'arrête. Fini? Yeah. Acabo? En tout cas, merci, c'était super cool cette journée avec vous, avec toi et tes frères. Gracias. Je quitte Mexico pour le Chiapas, au sud du pays, où vit la plus grande population indigène du Mexique. Je m'en vais dans les régions reculées, direction La Garucha, en transport en commun. Muchas gracias. Perfecto. L'entrée, c'est par là? Oui, tu vas tout droit, c'est vers là-bas. Ah ok. Là-bas? Merci. Voilà. Ça y est, j'ai passé la douane. Je suis rentré en territoire autonome zapatiste. Et maintenant, j'ai rendez-vous avec la Junta pour voir ce que je peux faire ici.
Alors les zapatistes ont beaucoup joué sur leurs images pour se faire connaître au Mexique et aussi à l'étranger. Et donc pour eux, la peinture, les dessins, en plus il y a énormément d'analphabètes ici, est hyper importante pour marquer les esprits. Ils reprennent un peu ce qui s'est fait dans l'iconographie religieuse avec les saints, qui sont très présents au Mexique, mais ils l'ont changé pour en faire quelque chose de politique. Donc, ce qui est super marrant ici, c'est qu'on a l'impression d'avoir tous les mouvements artistiques réunis dans le même endroit. On a des peintures historiques, des peintures réalistes, des peintures naïves. Et là, c'est plus de la peinture symboliste. Donc c'est le bureau de vigilance du bon gouvernement. Donc on a les yeux qui regardent, les mains pour agir, et les deux côtés, ce sont les escargots qui représentent le caracol. Là, on est dans la narration. On a l'impression d'avoir une bande dessinée sur le mur qui raconte toute l'histoire du mouvement zapatiste avec tous les personnages principaux, avec la guérilla dans la jungle, toujours l'esprit de Zapata et du Che Guevara derrière. Alors j'en profite pour me remettre un peu dans mes cahiers. J'essaie de m'inspirer un peu des murs que j'ai vus ici. Donc ça va être maïs, passe-montagne et machette. Ça devrait leur plaire. Buenas. Buenas. Ah, c'est impressionnant quand même. Je peux m'asseoir? Bon, tout d'abord, je suis très content d'être ici avec vous. J'ai traversé tout le pays pour venir vous voir. Et je sais que votre communauté, vous les appelez caracoles. J'aimerais savoir, qu'est-ce qu'un caracol exactement? Pour nous, c'est comme un slogan. Ça signifie travailler, se tenir debout, ensemble, près du peuple. Et aussi essayer de continuer ensemble notre lutte jusqu'au bout. C'est ça pour nous, le caracol. Ok. Et ici, on est dans une zone autonome. Qu'est-ce que ça signifie et pourquoi vous voulez être autonome? Nous avons été élus par le peuple pour former notre propre autorité contre le mauvais gouvernement. C'est pour ça que nous sommes autonomes ici. Nous avons notre propre autorité. Le gouvernement n'intervient pas du tout ici? Non. C'est autonome, complètement? Ouais, non. J'aimerais beaucoup pouvoir peindre ici et j'aimerais vous montrer quelques dessins que j'ai préparés pour voir si ça peut vous intéresser, que je fasse quelque chose. Comment est-ce? Comme ça? Je me suis documenté un peu sur les représentations zapatistes et j'ai essayé de le faire avec mon style. Donc j'espère que ça va vous plaire. Oui, celui-là. Si? Ça vous plaît? Et vous voulez que je fasse celui-là aussi alors? D'essayer de mélanger les deux, mes personnages et le Zapata. Ah, c'est vraiment de la commande. Hein. Et qu'est-ce que signifie pour vous les représentations de Zapata? C'est un camarade. Il a lutté toute sa vie, il a tracé le chemin, et nous essayons de suivre son exemple. Bon, bah c'est bon, je vais essayer de faire ça sur le mur. Je sais pas s'il sera aussi réussi, mais je vais tenter. C'est parti. Le modèle, surtout pas l'oublier. En général, quand je peins comme ça, la peinture a tendance à rassembler les gens. Donc les gens viennent me voir, me parlent ou m'aident. Et ici, ce qui est quand même déconcertant, c'est que personne ne vient,
que je suis complètement isolé au milieu du camp comme ça. Tu es mon seul ami ici. On se lève super tôt chez les zapatistes. Moi ça tombe bien, faut que j'aille finir mon mur. Allez, hasta la victoria siempre. Voilà une douche zapatiste. Voilà, touche finale. J'ai achevé mon travail révolutionnaire. Et je repars comme je suis venu. Et non, je ne suis pas le subcomandante Marcos, ce n'est que moi. Le Mexique, c'est fini. Moi, j'ai découvert un pays coloré et chaque peinture était l'occasion de rencontres inoubliables. Alors, hasta luego et viva graffiti!